Au cœur de la Chine éternelle, entre vallées brumeuses et pics vertigineux, se cache une contrée où le temps semble suspendu. Ici, la nature et les arts vivent en harmonie. Ce paysage majestueux a vu naître les plus grands trésors de la civilisation chinoise. Les temples millénaires qui peuplent ces parois n'en sont qu'une facette. Berceau du taoïsme, de la médecine traditionnelle et des arts martiaux, les monts sacrés du Wudang recèlent bien des secrets. Le Wudang est une chaîne de montagnes située dans la province du Hubei, en Chine centrale, à 1200 km au sud de Pékin. Étendue sur 400 km², elle consiste en une succession de pics escarpés et de ravins profonds. Le climat de la région, très humide, plonge les vallées suspendues dans une brume perpétuelle, teintant le décor d'une aura de mystère. Dans ce tableau irréel, accroché au flanc rocheux des montagnes, se dresse un vaste réseau d'une soixantaine de temples et monastères médiévaux qui forment un ensemble classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au-delà de sa valeur architecturale, c'est dans ce site unique que s'est épanoui le taoïsme. Les plus anciens édifices datent du 7e siècle, mais la plupart ont été construits au 15e siècle, sous la dynastie des Ming, lorsque l'empereur Zhuge entreprend une politique de grands travaux dont l'héritage le plus connu reste la cité interdite de Pékin. À cette époque, l'empereur affecte plus de 20 000 soldats à la construction de temples sur les monts Wudang pour y honorer Zhenwu, une importante divinité taoïste. La légende raconte que Zhenwu, né d'une famille royale, renonça à son trône à l'âge de 15 ans et se retira en ermite, ici, pour y chercher la vérité. Après 4 décennies d'ascèse, il monta au ciel et devint immortel. Autrefois, cette magnifique tête de dragon, longue de 3 mètres et sculptée à l'aplomb d'une profonde falaise, servait de brûleur d'encens aux intrépides qui osaient défier le vide pour montrer leur piété aux dieux. Aujourd'hui, après leur prière, les visiteurs se contentent de jeter une pièce dans cette cuve. La diversité architecturale des édifices sacrés du Wudang est représentative de l'art des dynasties qui se sont succédées et atteste du génie d'une civilisation millénaire. Certains de ces temples et monastères sont toujours en activité. La tradition monastique est encore vive ici, après être tombée en désuétude au milieu du XXe siècle. Voulant éradiquer les valeurs traditionnelles, la révolution culturelle de Mao Tse-tung avait réprimé toute forme de croyance religieuse. De nombreux temples ont alors été détruits, mais le Wudang, reculé, a échappé à ces destructions. La communauté des religieux taoïstes, qui avait dû fuir à l'époque, a pu se réinstaller et partage désormais les lieux avec des hordes de visiteurs. Les Chinois, désireux de se réapproprier ce pan oublié de leur culture, sont de plus en plus nombreux à s'y rendre. Ces dernières années, l'émergence d'une classe moyenne en Chine a favorisé l'essor touristique. Pour ces nouveaux vacanciers, le Wudang est une destination très prisée pour la beauté du paysage et les vestiges religieux inestimables qu'ils abritent. Comme par exemple les quelques 1500 statues en bronze, en fer, en bois ou en pierre,
les centaines d'objets sacrificiels, mais aussi les peintures classiques et autres gravures rupestres taillées à même la roche. L'affluence des visiteurs n'est pas sans poser problème. L'immensité du site nécessite de rester plusieurs jours sur place pour en découvrir tous les aspects. Et de gigantesques complexes hôteliers sont construits aux abords du parc. Pour préserver cet environnement fragile, la circulation de véhicules privés a été interdite. Et les autorités ont mis en place un vaste réseau de bus roulant au gaz. Les distances qui séparent les différents temples en rendent l'utilisation indispensable pour visiter les lieux dans les meilleures conditions. Mais parcourir une partie des sentiers escarpés à pied reste le meilleur moyen de saisir l'âme des lieux et de rencontrer les moines qui les peuplent. Aux abords des sites, dans la ville de Wudangshan, l'héritage des anciens se mêle à la vie moderne. Les préceptes taoïstes influencent bien les aspects de la vie quotidienne. La médecine traditionnelle chinoise est une application de ces principes. Ses origines remontent à la nuit des temps. Dans la conception chinoise, les maux du corps et ceux de l'esprit sont liés. Ils sont la conséquence d'une mauvaise circulation de l'énergie. Le souffle vital, appelé qi. Le qi passe à travers le corps le long des méridiens associés à différents organes et viscères. La maladie découle d'un blocage de ce flux. Le praticien va alors déterminer la cause du problème et rediriger le cours de l'énergie en agissant sur des points précis, notamment par l'acupuncture. Pour les maux d'estomac, c'est ce point. Je ressens l'énergie venir vers le centre. D'autres pratiques liées au taoïsme permettent d'améliorer le mouvement du qi dans le corps, voire d'atteindre l'harmonie avec le Tao. Ce concept central, qui pourrait se traduire par le chemin ou la voie, désigne l'équilibre naturel des forces du cosmos. C'est le but ultime recherché par les taoïstes, un état de complète réalisation de soi, promesse de créativité et de longévité. La ville de Wudangshan est le point de départ pour visiter les monts Wudang. L'afflux des visiteurs est une ressource essentielle pour le commerce de cette agglomération, peuplée en majorité d'habitants issus des campagnes alentours, venus tenter d'améliorer leurs conditions de vie. Les marchés de nuit sont très populaires en Chine. Les touristes se mêlent à la population locale qui aime se promener à la tombée du jour et faire ses emplettes pour le dîner du soir. Les chariots des vendeurs ambulants emplissent l'air de senteurs appétissantes, avec des spécialités culinaires en tout genre qui illustrent toute la diversité de la gastronomie chinoise. Ici, les achats se font directement entre consommateurs et producteurs, qui viennent proposer leur récolte de fruits et légumes exotiques. À Wudangshan, la modernité prend petit à petit le pas sur la tradition. Comme dans toutes les villes du pays, la circulation y est très dense. Le contraste avec l'atmosphère paisible des montagnes sacrées est saisissant.
Nous quittons la cacophonie de la ville pour retrouver la quiétude de la montagne. Non loin des temples immémoriaux, la discipline taoïste se retrouve dans l'enseignement des arts. En plein cœur de la nature, dans ce petit village isolé sur les contreforts du Wudang, une école de musique perpétue l'apprentissage de l'un des plus anciens instruments traditionnels. Inspirés par ce paysage propice à la contemplation, les élèves s'adonnent à la pratique du guqin. Cet instrument à cordes pincées est une sorte de sitar, longue d'environ 1 mètre, muni de 7 cordes, traditionnellement en fil de soie. Surnommé l'instrument des sages, sa musique incarne tout le raffinement et la sophistication de la civilisation chinoise. Rares sont les lutheries qui perpétuent la fabrication traditionnelle du guqin. Cette école de musique est aussi réputée pour la qualité de ses instruments. Les clients sont nombreux, mais la fabrication du guqin est un processus long. Et il faut compter pas moins d'une dizaine d'années pour recevoir sa commande. Le son extrêmement doux et subtil du guqin en fait un instrument difficile à manier. Les moindres nuances de toucher produisant des timbres très variés. Le maîtriser demande une vingtaine d'années de pratique. Il reste de nos jours moins d'1 millier de joueurs accomplis et seulement une cinquantaine de maîtres reconnus. Le répertoire classique comprenait des milliers d'œuvres, mais seulement une centaine subsistent encore. Ces compositions complexes évoquent l'histoire, la mythologie ou la philosophie de cette grande civilisation. La profondeur émotionnelle de cette musique est basée sur l'équilibre entre les forces complémentaires du plein et du vide, du yin et du yang. On retrouve encore une fois les préceptes du Tao. La pratique s'apparente à une forme de méditation. D'ailleurs, dans les peintures classiques, l'instrument est souvent représenté aux mains d'un esthète solitaire, plongé dans la contemplation de la nature. Véritable sanctuaire naturel, le parc du Wudang voit s'épanouir de nombreuses plantes médicinales, dont plus de 800 espèces rares. La plus célèbre de toutes reste évidemment le thé. Les théiers sont plantés dans des jardins en terrasse qui épousent le relief des contreforts entre 800 et 1200 mètres d'altitude. Le Wudang Daocha est une variété de thé vert très réputée, récoltée sur de jeunes pousses juste après la saison des pluies. Cultivé selon un savoir-faire ancestral, c'est l'un des produits agricoles les plus exportés de la province du Hubei.
Selon un célèbre dicton chinois, un peu de thé tous les jours éloigne le médecin pour toujours. C'est que l'on prête au thé de nombreuses vertus. Ses puissants antioxydants ont une action anticancéreuse et permettent de réduire l'hypertension et l'apparition de maladies cardiovasculaires. La théanine qu'il contient est un excellent antistress. Ce thé, servi 3 fois, aura à chaque fois un goût très différent. Pour toutes ses qualités, le thé est très apprécié des Chinois. Loin d'être une simple boisson d'agrément, il constitue une véritable institution sociale et culinaire, présente dans toutes les activités de la vie quotidienne. Il est également indissociable du taoïsme. Pour révéler ses aspects les plus nobles, le thé doit être préparé selon une méthode bien codifiée. C'est un véritable art qui sert également de technique de concentration, enseignée aux jeunes moines du Wudang. Le thé aide à calmer le corps et l'esprit et rend propice à la méditation, tandis que son goût subtil permet d'entrer en harmonie avec la nature. Les taoïstes le considèrent comme un élixir de jouvence, utile dans leur quête d'éternité. À la tombée de la nuit, les montagnes se vident de leurs promeneurs et retrouvent le calme des éléments. Les monastères s'endorment, paisibles. Tous les jours, à 5 heures du matin, les nonnes du temple des nuages pourpres célèbrent un office rituel. Les taoïstes du Wudang appartiennent à l'ordre Kanzen, qui se distingue par son ouverture d'esprit. Ainsi, depuis ses origines, les femmes sont bienvenues dans l'ordre et peuvent même accéder à la prêtrise. Les nonnes officient sur fond de musique traditionnelle. Elles lisent les textes sacrés et psalmodient des chants liturgiques en présence des fidèles, sous le regard bienveillant des statues des immortels. Alors que la plupart des communautés monastiques vivent recluses, les moines du Wudang ouvrent leurs portes au public, sollicitant parfois le concours des laïcs à l'office. La prêtresse dirige la suite de la cérémonie devant un autel dressé pour l'occasion. Sa robe traditionnelle est ornée de motifs brodés de symboles signifiant le ciel et la terre, les éléments naturels, la vie animale et végétale et les vertus de l'esprit. Elle porte également la coiffe taoïste,
haute et noire, surmontée d'une petite couronne dorée ou teinte de petites perles. Les fidèles s'agenouillent, se prosternent et se lèvent suivant le rythme de la cérémonie. Dans la spiritualité chinoise, l'encens est omniprésent. On le brûle rituellement depuis des millénaires. L'encens fait le lien entre le ciel et la terre, car sa fumée est censée porter les prières aux cieux. Il a également une fonction purificatrice sur les lieux saints et ses occupants. Les Chinois les plus superstitieux l'utilisent chaque jour à leur domicile et doivent venir au moins une fois par mois brûler un bâton au temple. Le taoïsme a revêtu au fil du temps les aspects d'une religion en se mêlant aux croyances populaires, mais ses origines s'apparentent plus à un enseignement philosophique. Il faut se perdre dans la forêt pour aller chercher les racines de cette doctrine. Ce petit temple, connu seulement des initiés, est dédié à Lao Tse, souvent représenté comme un vieillard à l'éternelle barbe blanche. Il aurait vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, à la même époque qu'un autre penseur influent, Confucius. Lao Tse est considéré comme le père du taoïsme et auteur de son ouvrage fondateur, le Tao Te Ching, ou Livre de la voie et de la vertu. Écrit en vers, le Tao Te Ching est un ensemble de maximes métaphoriques au sens énigmatique. Contrairement au confucianisme, qui cherche par la morale à améliorer les relations humaines, le taoïsme réfute la vie en société. Pour trouver la paix intérieure, l'individu doit suivre le Tao, la voie, afin d'atteindre l'équilibre entre les forces opposées du yin et du yang, entre le visible et l'invisible, le clair et l'obscur. Cette harmonie se trouve dans l'imitation de la nature, sauvage et authentique. Les conceptions taoïstes du monde ont influencé certaines pratiques ancestrales. L'exemple le plus éloquent est certainement celui des arts martiaux. Contrairement au kung-fu, un art martial dit externe, hérité des moines bouddhistes de l'école Shaolin, les moines taoïstes du Wudang ont développé un style dit interne, qui désigne la force intérieure comme supérieure à la force musculaire. Le tai chi découle de cette approche. Le style Wudang est attribué à un ermite errant venu se retirer ici avec ses disciples. Selon la légende, il aurait eu une révélation en observant le combat d'une grue et d'un serpent. La souplesse du reptile et son mouvement continu lui ont permis d'éviter les attaques saccadées de l'oiseau. L'ermite en tira les principes fondateurs des arts internes, la primauté de la souplesse sur la rigidité, de l'intellect sur la force pure.
Une discipline issue de cette école est le Qigong, littéralement maîtrise de l'énergie vitale qui réunit des millions de passionnés dans tout le pays. Sa pratique se focalise sur les aspects spirituels et la maîtrise du souffle. Sorte de gymnastique martiale, le Qigong se base sur des mouvements lents qui permettent de maîtriser le flux de l'énergie à travers le corps. Les techniques respiratoires sont au cœur de l'apprentissage. C'est également une forme de méditation qui a des effets prouvés sur la santé. Non loin de là, un vieil homme s'adonne à une toute autre discipline, la calligraphie. Malgré les apparences, cet art fait également appel à des techniques respiratoires et des postures précises, et demande la même exigence de concentration. L'écriture chinoise, connue pour son style graphique particulier, est basée sur l'utilisation d'idéogrammes, des symboles graphiques qui englobent la signification d'un mot ou d'une idée. Le signifiant et le signifié sont unis dans un trait d'une beauté évocatrice. Les caractères chinois auraient été inventés près de 3000 ans avant Jésus-Christ par un sage légendaire. Munis de 2 paires d'yeux, ils pouvaient percevoir la nature profonde des choses et les reproduire par un symbole correspondant. Au fil des siècles, l'art de la calligraphie est devenu l'apanage des lettrés. Avec leur connaissance des textes spirituels et littéraires classiques, ces savants avaient un rôle prépondérant dans le régime impérial et la société chinoise. Loin de n'être qu'un simple outil de communication, la calligraphie constitue en Chine un art majeur dont l'esthétique a imprégné tous les autres arts plastiques. Au-delà de sa beauté, elle exige technique et concentration. Ça, ce sont des peintures d'animaux chinois. Une fois son travail accompli, il faut apposer un sceau sur son œuvre. Plus qu'une simple signature, c'est une forme d'art à part entière. Dans tout le pays, le petit déjeuner est l'un des moments les plus importants de la journée. On mange donc un vrai repas, servi chaud et souvent salé. Il est de coutume de le déguster à l'extérieur. Les baozi sont de petits pains farcis et cuits à la vapeur. Très appréciés, il en existe une grande variété. La pâte est faite généralement à base de farine de blé et d'eau. Différents types de farces, de viande ou de légumes sont enveloppés dans cette pâte levée, puis l'ensemble est cuit à la vapeur.
Il existe aussi une variante sucrée, fourrée à la purée de haricots rouges. Autre spécialité bien connue, les nouilles forment la base d'une infinité de plats, garnis de légumes ou de viandes en sauce. Les potages sont également très prisés. Il en existe de toutes sortes à base de riz, de légumes, aux œufs, à la viande ou au poisson. Souvent, les Chinois les apprécient accompagnés de lait de soja chaud. Dans les rues déjà animées en cette heure matinale, vendeurs ambulants et petites échoppes tentent d'appâter le chaland avec leurs spécialités maison. Le youtiao, que l'on peut traduire littéralement par long morceau frit, est un beignet cuit à l'huile végétale. Composé essentiellement de farine, d'eau et de sel, cette spécialité se consomme de diverses manières, souvent trempée dans du lait de soja. De manière générale, les Chinois raffolent de fritures en tout genre, qu'il s'agisse de beignets, de viande ou même de brochettes d'insectes et de reptiles. Pris d'assaut par les clients avant leur journée de travail, il n'est pas rare que ces restaurants ferment une fois l'heure du petit déjeuner passée. L'encadrement est une étape essentielle pour parfaire l'œuvre qui est réalisée sur un papier de riz très fin, privilégié pour la rapidité de séchage de l'encre. Il faut d'abord maroufler la calligraphie, c'est-à-dire la coller sur un support plus rigide, souvent une toile, qui vient renforcer le papier et assurer la préservation de l'ouvrage. L'ensemble est ensuite pressé pour en chasser les bulles d'air. On y ajoute des bandes de mousseline de soie qui viennent enrichir le cadre en apportant des nuances de teinte et de texture. Pour finir, on insère de fines baguettes de bois aux extrémités qui permettront de pendre le résultat final au mur. C'est en Chine que le papier a été inventé et les techniques de marouflage y sont apparues dès l'Antiquité. L'encadrement n'est pas un simple agrément, mais un véritable art voué à créer autour de l'œuvre un espace propice à sa contemplation.
Bâti sur le point culminant du massif, appelé le Pilier Céleste, trône le joyau des temples du Wudang, le Sanctuaire d'Or. Toute l'année, les foules se pressent pour visiter ce monument. Mais aujourd'hui, l'affluence est record, car nous sommes le 9e jour du 9e mois du calendrier chinois et il est 9 h du matin. Selon la croyance populaire, c'est le moment où se produit l'éveil du dragon. Les Chinois, les plus superstitieux, viennent donc en nombre au sanctuaire pour y brûler de l'encens et ainsi s'attirer de la chance pour l'année à venir. L'accès au sommet se fait par un passage très étroit. Alors que la montée prend d'ordinaire une quinzaine de minutes, il faut compter pas moins de 4 heures les jours de grande affluence. Le sanctuaire d'or est entièrement composé de bronze imitant le bois. Tous ces éléments, des tuiles aux piliers, en passant par les portes et les poutres, sont réalisés dans ce métal. Les pièces ont été préfabriquées à Pékin et transportées jusqu'au sommet de la montagne pour y être assemblées. Si les bâtisseurs se sont donné tant de mal, c'est parce que la montagne n'est pas un simple décor. Ici, le paysage est sacralisé, la nature vénérée. Le pic du Pilier Céleste est l'une des 5 montagnes sacrées de l'Empire et il est censé soutenir la voûte céleste, lieu de passage des hommes vers les cieux. Dans la partie basse du temple se trouve le palais de l'harmonie du Grand Sommet, qui héberge la salle des livres impériaux ainsi que celle des écritures impériales. Les moines peuvent y consulter les textes sacrés, une activité importante de la vie monastique à laquelle on consacre 1 heure le matin et une autre le soir. Sur les grilles et cloisons en bois, des ornements précieux représentent des personnages de contes et autres animaux fantastiques, reflets des croyances et de l'esthétique de la dynastie Qing. Après une journée de visite, les touristes profitent des nombreuses petites échoppes pour se restaurer sur le chemin du retour. Pour saisir l'âme du Wudang, il faut parfois s'égarer dans la montagne profonde et ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Au fin fond de la forêt, au bout d'une ancienne voie sacrée qui s'enfonce dans les replis de la montagne, se trouve une grotte mythique.
C'est ici que l'ermite inventeur des arts martiaux internes se retira pour théoriser les principes du tai chi et devint immortel. Une petite statue commémore cette légende devant laquelle il est de coutume de s'incliner. À l'intérieur de la caverne, une cuisine a été aménagée. À l'heure du déjeuner, on s'affaire au fourneau. Aujourd'hui encore, la grotte est occupée par un ermite dont la retraite est moins sereine que celle de son prédécesseur. Pratiquez-vous le matin le Qigong et le Tai Chi? Tous les jours, un bénévole vient lui préparer son repas, qu'il a plaisir à partager avec ses visiteurs tout en les abreuvant de sa sagesse. L'ermite offre à tous ses hôtes un petit cadeau de bienvenue, sans rien attendre en retour. Malgré son grand âge, il continue à pratiquer la rude ascèse taoïste. Il n'y a pas de problème, pas de souci. Enrobés dans une brume mystérieuse, les monastères du Wudang semblent hors du temps. Mais en réalité, des milliers de petites mains s'affairent en coulisses pour les faire fonctionner. Villes et villages environnants vivent de la proximité du massif montagneux. En périphérie des centres-villes, les quartiers populaires abritent une main-d'œuvre variée. Paysans, ouvriers et artisans, des dizaines de corps de métier s'activent pour fournir les biens et les services nécessaires à la maintenance du site. Cette fabrique traditionnelle produisait encore récemment les tuiles destinées à garnir la toiture des temples. Dans cet atelier, toutes les étapes de fabrication se faisaient à la main. Un savoir-faire remarquable ainsi qu'un dur labeur qui faisait vivre des dizaines de travailleurs. Mais il y a quelques années, l'État chinois a fait fermer de nombreuses tuileries pour des raisons environnementales. En effet, cette industrie est très gourmande en énergie et la cuisson de l'argile dégage une épaisse fumée noire extrêmement polluante. Ici, le four a été détruit par les autorités et depuis, l'usine est restée à l'abandon. Avec leur forme incurvée caractéristique, les toits contribuent largement au charme du paysage local. Ils sont aussi admirés pour la richesse de leurs ornements, qui se manifestent sur cet enchevêtrement de tuiles faîtières. Malgré leur raffinement, elles resteront entreposées là, vouées à l'oubli.
Pourtant, on pourrait donner à cet amas de tuiles un tout autre destin. En effet, certains bâtiments du Wudang n'ont pas résisté à l'épreuve du temps et sont aujourd'hui à l'état de ruine. C'est à l'écart de l'agitation du circuit touristique que le Wudang garde l'un de ses plus précieux testaments. Le temple Wulonggong, ou palais des 5 dragons, fut le premier édifice taoïste à être construit au cœur de ces montagnes, marquant le début d'une grande aventure spirituelle. La légende raconte qu'à l'orée du 7e siècle, une grande sécheresse frappait l'Empire du Milieu. Le gouverneur du Wudang parvint par ses prières à faire tomber la pluie. L'empereur le récompensa en ordonnant la construction de la salle du dragon dans sa province. Les empereurs successifs utilisèrent le taoïsme pour asseoir leur pouvoir. Ils agrémentèrent le site de nouvelles constructions pour marquer l'histoire de leur grandeur. C'est ainsi que la salle du dragon fut transformée en temple, puis en palais des 5 dragons. Aujourd'hui, l'accès est très réglementé. Il faut compter 4 à 5 heures de marche à travers la forêt pour pouvoir l'admirer. Une fois sur place, on peut profiter en toute quiétude de la splendeur des lieux. Ici, plus encore que dans tout autre temple du Wudang, on est transporté dans le temps. Les amateurs de cinéma reconnaîtront d'ailleurs ce décor qui figure dans de nombreux films d'arts martiaux, de Karate Kid à Tigres et Dragons. Le taoïsme a marqué de son empreinte l'histoire millénaire du pays. Ses préceptes appliqués aux moindres aspects de la vie quotidienne ont traversé les âges pour nous parvenir encore vivaces. Aujourd'hui, ces enseignements continuent de se diffuser, influençant les arts, façonnant les corps et libérant les âmes. Bravant les lois de la nature pour lui prouver sa dévotion, le peuple chinois a su trouver, dans l'écrin sacré des montagnes du Wudang, sa quête d'immortalité.